En décembre 2025, l'Algérie adopte une loi qui affirme que la colonisation française constitue un crime d'État. Une loi qui ne se contente pas de rappeler l'histoire, mais qui accuse. Le 8 mai 1945, pendant que l'Europe fête la fin de la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'Algériens descendent dans les rues. Ils défilent avec des drapeaux. Certains réclament l'indépendance, d'autres simplement l'égalité promise par la France après avoir combattu dans son armée. Quelques heures plus tard, la répression commence. L'armée française, appuyée par des milices de colons, ouvre le feu. Des villages entiers sont bombardés. Des civils sont exécutés. Des corps sont jetés dans des ravins. Pendant des semaines, la région est quadrillée. Les estimations varient, mais des milliers, peut-être des dizaines de milliers, d'Algériens trouveront la mort. Cet épisode ne sera reconnu officiellement par la France que des décennies plus tard. C'est ce genre d'événement que la nouvelle loi algérienne désigne aujourd'hui comme un crime colonial. Pour l'État algérien, il ne s'agit pas d'un dérapage, ni d'un contexte difficile. Non, c'est un crime, et ce mot change tout. Que signifie réellement cette criminalisation? Pour le comprendre, il faut revenir à ce que fut réellement la colonisation en Algérie. Dès 1830, la conquête commence par la violence. En 1845, dans le massif du Dara, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants sont asphyxiés dans des grottes par l'armée française. On parle d'enfumade. Les rapports militaires de l'époque le décrivent froidement. Le colonel Pélissier écrit qu'il a enfumé des tribus entières. Dans les décennies suivantes, les terres sont confisquées à grande échelle. Des millions d'hectares changent de main. Les populations sont déplacées, affamées, appauvries. Plus tard, le code de l'indigénat est instauré. Il permet de punir un Algérien sans procès pour retard, insolence ou refus d'obéissance. Amende, prison, travail forcé, sans juge. C'est une loi raciale, officielle, publiée, appliquée pendant plus de 60 ans. C'est ce type de système que la loi algérienne de 2025 vise quand elle parle de crime d'État. Cette loi dénonce l'emploi d'un système par l'État français. Et ce système va culminer pendant la guerre d'indépendance. Entre 1954 et 1962, la torture devient une pratique documentée. Des officiers français eux-mêmes le reconnaîtront plus tard. Arrestations arbitraires, disparitions, exécutions sans procès. Le cas de Maurice Audin, mathématicien disparu sous la torture, deviendra un symbole. La France reconnaîtra officiellement sa responsabilité seulement en 2018. Mais pour l'Algérie, ce n'est qu'un fragment d'une réalité beaucoup plus vaste. C'est précisément cette accumulation sur plus d'un siècle que la loi de 2025 cherche à désigner d'un mot, un crime. À partir des années 1930, les revendications politiques se structurent en Algérie. Des mouvements réclament soit l'égalité des droits, soit l'autonomie, soit l'indépendance. Ces revendications sont régulièrement réprimées. Le 8 mai 1945 constitue un tournant. Ce jour-là, alors que la France célèbre la victoire contre l'Allemagne nazie, des manifestations ont lieu dans plusieurs villes algériennes, notamment à Sétif, Guelma et Kherrata. Certaines banderoles réclament l'indépendance. Des heurts éclatent. Des Européens sont tués. La répression qui suit est massive. L'armée française, des unités de police et des milices locales interviennent. Des bombardements aériens et navals ont lieu dans certaines zones rurales. Des arrestations et exécutions sommaires sont rapportées. Les autorités françaises de l'époque évoquent quelques milliers de morts. Des historiens algériens avancent plusieurs dizaines de milliers. Ce qui est établi, c'est que ces événements causent un traumatisme profond et marquent une rupture durable. En 2005, l'ambassadeur de France en Algérie qualifie officiellement ces événements de tragédie inexcusable. À partir de 1954, la guerre d'indépendance débute avec une série d'attentats coordonnés. Le conflit s'étend rapidement à l'ensemble du territoire. La guerre d'Algérie n'est pas une guerre conventionnelle. Elle implique des opérations de maintien de l'ordre,
des actions de guérilla, des attentats urbains, des représailles et une forte implication de l'armée. En 2018, le président français reconnaît officiellement la responsabilité de l'État dans la disparition et la mort sous la torture du militant Maurice Audin. D'autres cas similaires ont été documentés par des historiens comme Pierre Vidal-Naquet ou Benjamin Stora. Des milliers de personnes ont été internées dans des camps. Des villages ont été déplacés dans le cadre du regroupement de populations rurales. Ces regroupements ont concerné plusieurs millions de personnes, selon les estimations historiques. À la fin de la guerre, en 1962, l'Algérie accède à l'indépendance. Mais les conséquences humaines sont considérables. Mort, exil, traumatisme durable. Environ 1 million d'Européens quittent le territoire. Des dizaines de milliers de harkis sont abandonnés et victimes de représailles. Ces faits constituent aujourd'hui le socle factuel sur lequel s'appuie la loi algérienne votée en 2025. Le texte adopté par le Parlement algérien affirme que la colonisation française, de 1830 à 1962, constitue un crime d'État. Il énumère plusieurs catégories d'actes: massacre, exécution, torture, déplacement forcé, spoliation, atteinte culturelle et essais nucléaires. Concernant ces derniers, la France a procédé entre 1960 et 1966 à plusieurs essais nucléaires dans le Sahara, à Regan et Ineker. Certains ont eu lieu avant l'indépendance, d'autres après, dans le cadre d'accords bilatéraux temporaires. Des études ont montré une exposition durable de populations et de militaires aux radiations. La France a reconnu l'existence de conséquences sanitaires et a mis en place un dispositif d'indemnisation en 2010. La loi algérienne rappelle ces faits et les intègre dans une continuité historique. Elle précise également que ces actes sont considérés comme imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils ne s'effacent pas avec le temps dans la mémoire juridique nationale algérienne. Elle demande officiellement à la France la reconnaissance de sa responsabilité. Des excuses officielles, la reconnaissance des préjudices subis et la possibilité de réparation. Cependant, le texte ne crée aucun mécanisme judiciaire direct. Il ne prévoit ni tribunal, ni procédure internationale automatique. Sur le plan juridique international, une loi nationale ne peut pas contraindre un autre État souverain. Elle n'a donc pas de force exécutoire hors du territoire algérien. C'est pour cette raison que les autorités françaises ont répondu que cette loi ne produisait pas d'effet juridique et qu'elle risquait de compliquer le dialogue bilatéral. La position officielle française reste la suivante: reconnaissance de certains faits historiques, refus d'une qualification pénale globale de la colonisation, refus de réparations étatiques. Cette divergence constitue le cœur du désaccord actuel. D'un côté, une approche mémorielle et politique qui cherche à fixer une responsabilité historique claire. De l'autre, une approche juridique prudente qui distingue reconnaissance historique et culpabilité pénale. Ce décalage explique pourquoi le sujet revient régulièrement dans les relations franco-algériennes sans jamais être définitivement réglé. Après l'adoption de la loi, les autorités algériennes communiquent peu sur son contenu précis, mais son existence suffit à produire un effet politique immédiat. Elle devient un cadre officiel de référence. Désormais, toute prise de parole institutionnelle sur la période coloniale s'appuie sur ce texte. Pour comprendre son rôle réel, il faut regarder comment ce type de loi fonctionne dans la pratique. Le texte adopté ne crée pas de tribunal spécial. Il ne désigne pas de personnes responsables. Il ne lance aucune procédure judiciaire internationale. Il agit avant tout comme une loi de qualification. Il définit une lecture juridique officielle de l'histoire coloniale. Ce type de loi existe dans plusieurs pays, sous des formes différentes. Elles servent à établir une position d'État, pas à juger concrètement. Dans le cas algérien, le texte est adopté par le Parlement, ce qui lui donne une valeur politique forte. Il devient une référence interne pour l'enseignement, les discours officiels, les commémorations et les relations diplomatiques. Concrètement, cela signifie que lorsqu'un responsable algérien s'exprime à l'ONU, lors d'un sommet africain ou dans un cadre bilatéral, il peut s'appuyer sur une loi nationale pour affirmer que la colonisation française est juridiquement qualifiée comme crime d'État par son pays. C'est là que se situe l'enjeu principal.
Sur le plan du droit international, une telle loi ne suffit pas à déclencher une procédure. Aucun tribunal international n'a compétence automatique pour juger des faits coloniaux anciens, sauf si un État accepte volontairement cette compétence ou si un mécanisme spécifique est créé par traité. La Cour pénale internationale, par exemple, ne peut pas être saisie pour des faits antérieurs à sa création. Elle ne juge que des crimes postérieurs à 2002. Les événements du 19e et du 20e siècle sont donc hors de son champ. De plus, le droit international repose sur le principe de non-rétroactivité. On ne juge pas juridiquement des actes passés selon des normes apparues plus tard. C'est pour cette raison que, malgré la force symbolique du texte algérien, aucune action judiciaire directe ne peut en découler. Mais le droit n'est pas le seul levier utilisé par les États. Il existe aussi le levier diplomatique. Dans ce cadre, la loi sert de base à des revendications politiques, demande d'excuses, reconnaissance officielle, restitution d'archives, coopération mémorielle, restitution d'objets, reconnaissance de préjudices environnementaux ou humains. C'est notamment le cas pour la question des essais nucléaires français dans le Sahara. En 2010, la France adopte une loi d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dite loi Morin. Elle reconnaît l'existence de dommages sanitaires liés aux essais, y compris en Algérie. Toutefois, les critères d'indemnisation ont longtemps été jugés très restrictifs. Ce point est souvent cité par les autorités algériennes comme exemple concret, montrant que certaines conséquences de la période coloniale ont déjà été reconnues partiellement, ce qui justifie, selon elles, une reconnaissance plus large. La loi de 2025 intègre explicitement ces essais dans la liste des faits considérés comme crimes coloniaux, au même titre que les spoliations ou les violences. Autre élément important, la question des archives. Depuis plusieurs années, l'Algérie réclame un accès élargi aux archives coloniales conservées en France. Certaines ont été ouvertes, d'autres restent classifiées ou partiellement accessibles. Le débat porte notamment sur les archives militaires, judiciaires et administratives liées à la guerre d'indépendance. La loi algérienne renforce cette demande et affirme que l'accès aux archives est nécessaire à l'établissement de la vérité historique. Là encore, la France répond par une ouverture progressive, mais contrôlée, invoquant le droit des archives, la protection des personnes et la sécurité nationale. Ces dernières années, la France a restitué à l'Algérie plusieurs crânes de résistants du 19e siècle conservés dans des musées. Ces restitutions ont été officiellement reconnues comme des gestes symboliques forts. La loi algérienne s'inscrit dans cette continuité en considérant ces prélèvements comme des atteintes à la dignité humaine liées à la domination coloniale. Là encore, la loi ne crée pas de mécanisme automatique, mais renforce une revendication déjà existante. D'un côté, une loi algérienne qui affirme une responsabilité claire. De l'autre, une position française qui refuse toute qualification pénale. La loi algérienne agit donc comme un marqueur politique fort, mais aussi comme un rappel permanent que la question coloniale n'est pas close. Elle transforme une mémoire douloureuse en position officielle d'État, car une fois une lecture inscrite dans la loi, elle devient difficile à nuancer. Elle devient un référent institutionnel. Elle structure le discours public, l'enseignement, la diplomatie. À ce stade, une question reste ouverte. Cette loi peut-elle réellement modifier la relation entre l'Algérie et la France ou restera-t-elle un texte symbolique parmi d'autres? Pour comprendre ce que cette loi peut réellement changer, il faut observer comment des textes similaires ont fonctionné ailleurs dans le monde. Dans plusieurs pays, des lois dites mémorielles ont été adoptées pour qualifier officiellement certains événements historiques. Elles n'ont pas toujours produit d'effets juridiques directs, mais elles ont profondément influencé les politiques publiques, les discours diplomatiques et les programmes éducatifs. En Algérie, cette loi devient désormais un point d'appui légal pour toute politique mémorielle future. C'est là que se situe son effet principal. Cette loi ne vise pas un choc immédiat, mais une inscription dans le temps à long terme. Elle fixe un cadre. Elle réduit la marge de flou. Elle transforme une revendication politique en position institutionnelle. Pour la France, cela pose un dilemme permanent. La loi algérienne ne ferme pas la porte au dialogue, mais elle en modifie les termes. En Algérie, cette loi influence désormais la manière dont la colonisation est présentée dans les programmes scolaires, les manuels, les discours officiels.
Cela ne signifie pas une réécriture immédiate, mais une orientation claire. La colonisation est définie comme un crime d'État, et cette définition devient une référence officielle. En France, le débat reste plus fragmenté. L'enseignement de la période coloniale varie selon les programmes. Cette asymétrie contribue à entretenir des lectures différentes d'un même passé. C'est aussi ce qui explique pourquoi la question mémorielle ressurgit régulièrement dans le débat public. Elle ne repose pas uniquement sur les faits, mais sur la manière dont ces faits sont nommés. La loi algérienne agit donc comme un révélateur de cette divergence profonde. Dans ce contexte, la notion même de criminalisation doit être comprise avec précision. Elle désigne une qualification morale et juridique interne, inscrite dans le droit algérien, servant de référence officielle. À ce jour, aucun mécanisme international n'est activé. Aucun contentieux nouveau n'a été ouvert. Aucun tribunal n'a été saisi sur la base de cette loi. Son impact est donc indirect, progressif, politique. Elle agit comme un marqueur de position. Un signal adressé à la France, mais aussi à la communauté internationale et à la société algérienne elle-même. Pour certains, elle est nécessaire pour clore un cycle de déni. Pour d'autres, elle fige une lecture et empêche une approche apaisée et pluraliste du passé. Ce débat n'est pas près de s'éteindre, car il touche à des questions fondamentales. La loi algérienne de 2025 n'apporte pas de réponse définitive. Elle ne résout pas les tensions. Elle ne tranche pas juridiquement le passé colonial. Mais elle marque une étape. Elle fixe un cadre. Elle rappelle que, plus de 60 ans après l'indépendance, la mémoire coloniale reste un sujet actif, sensible et structurant. Et c'est sans doute là son effet le plus durable.